Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et qui dit octobre dit Halloween et qui dit Halloween dit histoires qui font peur. Et dans cette vidéo, on vous a concocté quelques histoires racontées par moi et par mon amie. Si elle met un masque, c'est parce qu'elle préfère rester anonyme. Et puis voilà, on va commencer. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy, happy. C'est moi ou c'est toi qui T'as la commence? rêve de l'anonyme de Shaiviz? Non, ok. Vas-y, La commence, vidéo, il y a ta putain de La vidéo. vidéo, c'est raconter des histoires qui font peur, pas être le plus gros flopper. Irène, Ok? il y a un bon jeu de mots. Irène, tu... C'est moi, je commence. Et on est avec... Présente. On a fait quelques pâtisseries pour accompagner du coup les histoires. Tu vas te J'aurais faire adoré que ça tombe. Je suis un peu déçue. Du coup, moi pour ma première histoire, elle est pas si longue. Et We have to guess, it is true or no. On doit deviner si c'est vrai ou faux. On le fait ça ou pas? En fait, on peut le faire, mais il y a peut-être certaines histoires où on n'aura pas t'écoute. l'information. Donc, du coup, moi pour ma première histoire, elle est pas si longue. Elle fait pas si peur que ça, mais du coup, on va peut-être pouvoir débattre après sur comment on aurait fait à sa place ou autre, parce que elle est quand même un peu bizarre. Du coup, moi, ma première histoire, c'est la babysitter et le tueur à l'étage. Alors, cette histoire se déroule au Royaume-Uni en 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Ce soir-là, elle doit garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agit du père, qui l'appelle pour savoir si tout se passe bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite les forces de l'ordre, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau les forces de l'ordre, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne, et cette fois elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous vouliez ? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement. Terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. » L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir, en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme, debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par l'assistance, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. T'en as pensé quoi ? Toi, tu dis oui ou non à je veux me baigner dans ton sang? Moi, je dis non. Toi, t'aurais fait quoi à sa place ? Bon, chacun pour soi, je me serais barré en courant. Ouais, mais après, le truc, c'est que quand tu vois, t'as eu aucun problème et que du coup, tu travailles pour des gens, tu veux peut-être te dire, comme la fille, ouais, c'est peut-être mes employés, tout, qui appellent. Toi, t'aurais genre, tu serais vraiment parti direct. Je crois que j'ai une phobie sociale, j'aurais pas décroché le téléphone. Ouais, c'est vrai. Un autre problème. Moi, j'aurais Et pas compris. je Hein. serais morte.
Mais oui, mais moi, j'ai tellement pas d'instinct de survie, je serais morte direct. Moi, je serais montée, hein. Je ne serais jamais redescendue. Putain, je fais les meilleures blagues quand j'ai mon truc. Ça. Mais je serais montée parce que je me serais dit, waouh, peut-être qu'on me demande d'aller, tu vois. Parce qu'ils, je sais pas, ils ont peut-être une caméra et ils se disent, bah, il est pas monté, qu'on lui demande, tu vois. Donc moi, je serais montée. Moi, par contre, pour cette histoire, j'ai pas d'informations si elle est vraie ou non. Mais on a quand même une date et un lieu, parce que c'est à Windermere, au Royaume-Uni, en 1982. En vrai, c'est un peu connu comme type d'histoire. Je pense que ça doit pas être très vrai. Ouais. Je suis en train d'angoisser. On rentre. Moi aussi, genre... Bruit flippant numéro 1. Ah, bruit flippant numéro 2. En fait, je sais pas si vous entendez, mais il y a plein de bruits bizarres. J'ai pas pris mes lunettes. À tout moment, il y a mon chat, je le vois pas, je sursaute. Il est là, ton chat. C'est lui qui a fait le bruit là-bas. Il est où? Il est là-bas. À moi. Vas-y. Kevin Tomé. Il faut que tu décrives un peu l'histoire que tu vas... C'est une histoire. Et avec un peu plus de détails. Je sais pas laquelle c'est la mieux. Attends, je sais pas laquelle c'est la mieux. Moi, j'essaie de faire de façon progressive. Je sais pas, je connais pas. Ah, trop bien. Ah, mais j'ai une mise en contexte dans le truc. Je peux dire Vas-y, ça. bah dis. Attends, parce que je vois rien. Est-ce que tu dis si c'est histoire vraie ou pas? Non, normalement, je sens savoir, mais je sais pas trop si c'est vrai. Ah ok. Ce qu'ils disent. Ah ok. Donc, voilà. Pauline est une femme de ménage travaillant dans un hôtel depuis maintenant tant d'années qu'elle ne pourrait pas les compter. Elle connaît sa routine par cœur. Nous sommes le 17 avril 2018 et ce jour-là, comme tous les précédents, elle commence sa journée en parcourant les couloirs de l'hôtel, cherchant les poignées sur lesquelles sont accrochés un accroche-porte du côté où il est écrit « Merci de faire ma chambre ». Comme d'habitude, elle entame ainsi son ménage minutieux et chronométré. À 13h, elle les a tous astiqués, sauf une, la dernière chambre du dernier étage, la 312. Et pour cause, il n'y avait pas d'accroche-porte sur la poignée. Pourtant, elle avait bien vérifié, la chambre est occupée. Cela arrive d'oublier d'indiquer son absence. Ce n'est pas grave, elle toqua. Aucune réponse. Elle prévenut alors à haute voix le potentiel occupant qu'elle allait entrer, ce qu'elle fit. Elle entendit un léger bruit de fond en pénétrant dans la chambre. Mais à peine elle eut le temps de se demander ce que c'était, qu'elle remarqua quelque chose, bizarre. Le lit était fait, et les rideaux grands ouverts. La chambre semble ne pas avoir été occupée, du moins jusqu'à ce qu'elle aperçoit un téléphone sur le lit. Il est branché sur le secteur, et l'écran est déverrouillé. Attends, je ne sens plus ma jambe. Curieuse, elle s'en approche. Sur l'écran figure un fichier nommé « Écoutez-moi ». Pauline n'est pas du genre à vouloir s'attirer des ennuis et n'aimait pas s'introduire dans la vie des gens. Le comble pour une ancienne journaliste. Mais cette fois, elle ne saurait expliquer pourquoi c'était différent. Elle hésita à aller donner ce smartphone à la réception, mais ne put s'empêcher de cliquer sur le fichier. À l'intérieur, un enregistrement audio. Elle soupira, se disant qu'elle allait trop loin et que cela ne la regardait pas. Mais après tout, c'était écrit « Écoutez-moi ». Alors c'est la moindre des choses d'écouter cet enregistrement, non? Enfin bon, quoi qu'il en soit, Pauline appuya sur le bouton play. C'est la voix d'un homme que contient cet audio. Et voici ce qu'il y raconte. On dit souvent que notre esprit nous joue des tours quand on est fatigué, que l'alcool et la nuit déforment notre perception, nous font voir des choses qui ne sont pas réelles. Mais cette nuit-là, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce n'était pas un simple délire dû à l'épuisement. C'était autre chose. Quelque chose qui ne devait pas exister. Quelque chose qui pourtant était bien là. Je m'appelle André, j'ai 29 ans, je vis à Paris dans un appartement sans prétention, situé au 3e étage d'un immeuble vieillot. Mur blanc, Paris, grinçant, voisin discret, j'y vis depuis 6 mois avec Adrien, mon colocataire. La coloc André et Adrien, ça sonne bien? Bref, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook de recherche d'appart. Et on s'entend bien. Pas des amis proches, mais une cohabitation facile. Chacun sa vie, ses horaires, son espace, ça nous va parfaitement. Je bosse dans une boîte de marketing digital. Un taf correct, mais pas passionnant. Mais qui paye les factures? Mes journées sont rythmées par les réunions interminables, des mails sans fin et une machine à café qui fait plus de bruit que la circulation en bas de chez moi. J'aimerais bien sortir après le boulot, me poser dans un bar avec les collègues, évacuer la pression, parfois un peu trop comme hier soir. Il était presque minuit quand je suis rentrée. 3 pintes, peut-être 4, pas complètement ivre, mais pas assez pour sentir la fatigue me tomber dessus comme une chape de plomb. La montée d'escalier me parut plus longue que d'habitude. Mon corps était lourd, mon esprit engourdi. J'avais hâte de m'écrouler sur mon lit et de sombrer. Sur mon lit de sombre, j'avais lu. J'avais cette mauvaise habitude. Quand je rentrais tard, j'aimais bien allumer une vidéo YouTube en bruit de fond. Comme celle-là. Pas forcément un truc que je regardais, juste une voix, un son pour éviter ce silence pesant qui me donnait parfois l'impression d'être seule au monde. Je lançais une vidéo de voyage, un vlog sur une croisière de luxe,
une vidéo histoire d'horreur, je crois, et me laisser tomber sur le canapé. Mon téléphone vibra une dernière fois avant que je ne pose sur la table basse. Adrien n'était pas encore rentré, mais ça ne m'étonnait pas. Il bossait tard et avait une vie bien remplie en dehors de l'appart. À vrai dire, je ne sais même pas vraiment dans quoi il travaillait. Je m'enfonçais dans les coussins, laissant mes paupières se fermer. La voix du youtubeur Erin, le léger grésillement de l'enceinte, tout ça formait un cocon rassurant. J'étais sur le point de sombrer quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je rouvris les yeux, lentement, juste assez pour voir Adrien rentrer, déposer son manteau sur le porte-manteau, traverser, entrer sous un mot. Son ombre glissant dans le couloir, direction la chambre, je refermai les yeux. Puis quelques minutes plus tard, j'entendis la douche se mettre en marche. Encore une fois, rien d'anormal. J'étais à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, la tête lourde des pensées brumeuses. La voix sur YouTube continuait son monologue sur la gastronomie à bord du paquebot. L'eau coulait dans la salle de bain. Tout était paisible. Puis tout devient noir. J'ouvris les yeux en sursaut. Mon corps était engourdi, mon souffle court. J'avais cette sensation désagréable d'avoir dormi trop profondément, d'être sorti d'un rêve confus. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Mon téléphone affichait 3h24. J'avais soif, ma bouche était sèche, mon crâne me lançait. Je me levai péniblement et avançai vers la cuisine. Puis je m'arrêtai net. Le bruit de la douche résonnait toujours. Un frisson glacé remontait le long de ma colonne vertébrale. 3 heures. 3 heures que l'eau coulait. Il paye l'eau chaude, lui aussi? Je clignai des yeux, essayant de rassembler mon esprit. Peut-être qu'Adrien avait oublié de l'éteindre, peut-être qu'il s'était endormi. J'hésitai quelques secondes avant d'avancer vers sa chambre. Je toquai doucement à la porte. Adrien? Aucune réponse. J'appuyai mon oreiller contre le bois, pas un bruit, pas un souffle, juste le son distant de la douche. Sortis mon téléphone et ouvris nos messages. Un frisson d'angoisse me saisit, envoyé une notification non lue. Adrien. Adrien. Je vais encore finir ma nuit au taf. Je devrais être de retour demain matin. À demain. Message envoyé à 1h15. Je sentis mon estomac se contracter, mes doigts trembler légèrement, tandis que je relevais la tête vers la salle de bain. La porte était fermée. De la buée s'échappait sous l'interstice, rampant lentement sur le sol comme une chose vivante. Mon cœur se mit à battre plus fort. Mes pensées s'entrechoquaient. Il y avait une explication logique, forcément. Mais une autre voix, plus sourde, plus primale, me soufflait une autre vérité. Si Adrien n'était pas là, alors qui était sous la douche? Pauline, la femme de ménage, assise sur le lit de la chambre 312, sentit un frisson lui parcourir l'échine. La voix d'André dans l'enregistrement était calme, presque monotone, mais chaque mot semblait chargé d'une tension palpable. Elle aurait dû s'arrêter, éteindre le téléphone et prévenir la réception, mais quelque chose la retenait. Une curiosité malsaine, peut-être, ou simplement l'impression qu'elle ne pouvait pas abandonner. André maintenant, alors que sa voix tremblante racontait cette nuit cauchemardesque. Elle écouta captivée tandis que l'histoire se déroulait. Je reste plantée là, devant la porte de la salle de bain, incapable de bouger. Mon esprit tourna à 100 à l'heure, essayant de rationaliser ce qui se passait. Peut-être qu'Adrien avait laissé la douche en marche avant de partir. Mais non, c'est impossible. J'avais entendu l'eau se mettre en marche après son retour. Et puis il y avait cette buée qui semblait presque trop dense, trop épaisse, comme si la salle de bain était remplie de vapeur depuis des heures. J'essaye de l'appeler à nouveau, pas de réponse. J'ai envoyé un message, Adrien, t'es où, la douche toujours en marche? Rien. Mon cœur battait si fort que j'ai l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pouvait m'aider à comprendre. C'est alors que j'ai vu son téléphone posé sur la table du salon. Son téléphone. Celui qu'il avait utilisé pour m'envoyer le message. Il était là, devant moi, silencieux. Comment avait-il pu m'envoyer un message? Son téléphone était ici. Je me suis approchée, les mains tremblantes, et j'ai pris l'appareil. L'écran s'est allumé, révélant une photo de fond banal, un paysage de montagne, rien d'anormal. Mais quand j'ai ouvert le message, j'ai vu notre conversation. Le dernier message, celui qu'il m'avait envoyé à 1h14, était bien là. Mais comment? Comment a-t-il pu m'écrire si mon téléphone était resté ici? J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de vraiment, vraiment malsain. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang, un clic, le son de la douche qui s'arrête. Je me suis figée, les yeux rivés sur la porte de la salle de bain. La buée continuait de s'échapper, mais maintenant il y avait autre chose. Un grattement, léger, presque imperceptible, mais distinct. Comme si quelque chose ou quelqu'un traînait les doigts sur la porte de l'intérieur. Lentement, la poignée a commencé à tourner. La porte de la salle de bain s'est ouverte lentement avec un grincement strident. Une épaisse vapeur s'est déversée dans le couloir, enveloppant tout son passage. J'essayais de voir à l'intérieur, mais la buée était trop dense. Mais d'un coup, j'ai tourné les talons et j'ai couru. J'ai traversé l'appartement en trombe, attrapé mes clés sur la table et je me suis précipitée dehors. Je me suis pas arrêtée avant d'être au milieu de la rue, à plusieurs pâtés de maison de chez moi. J'ai regardé en arrière vers mon immeuble et c'est là que je l'ai vu. À la fenêtre de mon appartement, au 3e étage, une silhouette se tenait debout, immobile, les yeux rivés sur moi. Pauline sentit une boule se former dans sa gorge. Elle regarda autour d'elle, soudain terrifiée à l'idée que quelque chose puisse se cacher dans l'appartement. La voix d'André reprit, plus faible cette fois, comme s'il racontait la fin d'un cauchemar dont il ne peut pas se réveiller. Hors de question de retourner dans cet appartement.
Les flics sont venus, puis des hommes en costume, puis d'autres encore. Sans même se présenter, ils m'ont posé des questions super étranges. Étant donné que je ne pouvais pas rentrer chez moi, ils m'ont demandé de dormir à l'hôtel pour le peu qui restait de la nuit. Ils sont marrants, eux. Comment veux-tu dormir avec ça? Alors j'enregistre ce message, parce que je ne sais pas à qui en parler sans qu'on me prenne pour un taré. Bruit de la douche qui s'allume dans l'audio. Oh non, pitié! Le fichier audio s'arrête brusquement, laissant Pauline dans un silence oppressant. Elle regarda le téléphone, puis la porte de la chambre 312 qui était restée entrouverte. Pauline remarqua tout juste qu'il faisait désormais nuit. La chambre était plongée dans l'obscurité. Avant même que son esprit ne puisse révéler que la nuit était tombée étrangement rapidement, elle se demanda si André laissait son téléphone ici. Alors où est-il depuis tout ce temps? Un courant d'air froid souffla sur sa nuque et elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre. La salle de bain de la chambre 312 était ouverte et l'eau coulait. Oh, Tintin. Je ne sens plus aucun de mes pieds. et C'est con, je n'avais que 2. j'ai trop aimé, mais genre en fait, j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin, genre une boucle infinie. Yeah. Et du coup, elle va raconter. Non, en vrai, elle Yeah. était grave perturbante. Je sais pas, genre. Trop bizarre. En fait, voilà. Ça me serre le crâne, voilà, je vais perdre des neurones, c'est bon. Mais moi, ça m'a hyper perturbée. J'ai trop aimé. Tu veux manger un gâteau? Ouais, c'était grave perturbant. Tu prends quoi, toi? Moi, je vais prendre lui. Moi, je prends le fantôme chocolat blanc. Moi, je vais prendre le Croche. chocolat blanc. Je sais pas si Oh, vous allez j'espère voir. que mes cheveux, ils sont pas en train de rafler avec le micro. Vous allez peut-être pas voir beaucoup, mais voilà. C'est chocolat blanc. C'est bon ou pas? Ça tue sa mère. Ah ouais? Attends, je goûte. Oh, pour le temps qu'on a mis à les mettre. À les faire. Mais moi, c'est une histoire vraie. C'est un témoignage qu'un ami de quelqu'un fait. Et du coup, la personne qui raconte l'histoire, c'est son ami qui l'a vécu. Ah, du coup, moi, l'histoire, elle est supposée vraie, mais j'y crois pas trop. Moi, c'est marqué. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Lucas, un ami proche de ma famille qui m'a fait part d'un témoignage troublant de son enfance. Il le perturbe encore des années après les événements. Son récit nous emmène dans un lieu oublié par le temps. Un pensionnat isolé, caché, au creux des montagnes. Cette histoire pourrait... Jeûner, genre? Non, non. C'est le pensionnat Saint-Antoine. Après, c'était une blague. Cette histoire pourrait être celle d'un simple cauchemar ou bien celle d'une vérité terrifiante. À vous d'en juger. Faut que tu juges, ok? Moi, je dirais un simple cauchemar où, tu sais, il y a des paillettes, des licornes, un peu sous drogue. Genre. Tu sais ça ton cauchemar? Tous les soirs. Tous les soirs. Est-ce que vous avez vu son maquillage? J'ai mis beaucoup de temps à le faire et je le trouve vraiment très réussi. Promis, je lui ai pas donné des coups de fourchette, c'était déjà comme ça avant. Tu chuchotes, mais je t'entends. C'est son implantation. Elle a mangé un humain, donc elle a un peu du sang. Genre. Bah, du coup, on l'enlève pas, en fait. Et moi, j'en ai sur les mains parce que ça part pas son faux sang. J'ai mis toute mon âme dedans. Si vous dites qu'il est moche, je peux me mettre à pleurer. Du coup, J'ai l'impression de faire un date avec l'arbre. c'était il y a de nombreuses années. En effet, à vrai dire, Lucas n'est plus tout jeune aujourd'hui. À cette époque, il avait 12 ans. Arrête! Comment tu veux que je sois concentrée? C'est quoi, je tourne le dos? Voilà. Mets ton casque dans l'autre sens. Ton casque, c'est quoi avec ton casque? C'est un masque. En fait, j'ai une tête disproportionnée, donc ça marche pas. Vas-y, c'est très bien, c'est très bien. Je suis bien cochon. Du coup, à cette époque, il avait 12 ans. Arrête de parler au micro. Mon date. Ça fait des mois que j'ai pas parlé à un garçon. Elle est en train de vous Je déiter. suis sous confinement. Alors, à cette époque... Je peux pas le froute tout. Non, il est en train de faire la lumière. Du coup, il fait la lumière. Oh, le dieu. À cette époque, il avait 12 ans lorsque ses parents l'ont envoyé dans un pensionnat, perdu au milieu des montagnes. Il traversait une période difficile financièrement. Un vieil ami de la famille lui avait recommandé un pensionnat à prix modique, le pensionnat Saint-Antoine. Un établissement dont peu de gens avaient entendu parler, ce n'était pas vraiment un choix, mais une nécessité car les parents ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille nombreuse.
Lucas se souvient encore du trajet sinueux pour y arriver. La route, bordée de forêts épaisses, serpentait à travers les montagnes. Et plus il s'enfonçait dans la région, plus la lumière du jour semblait se faire rare. En arrivant, il fut frappé par l'apparence du bâtiment. Un édifice de pierre massive, aux murs humides et aux fenêtres si sales que la lumière peinait à entrer. Péné. Pas les pattes. Une fois à l'intérieur, l'ensemble dégageait une odeur persistante de renfermé et de moisissure. Le directeur, M. Delma, un homme maigre, aux cheveux gris, soigneusement peignés, Oh putain. accueillit Lucas avec un sourire figé. Ici, on apprend à être fort, disait-il souvent. Une phrase qu'il allait bientôt résonner dans l'esprit de Lucas, bien plus qu'il ne l'aurait souhaité. Dès la première nuit, Lucas a du mal à s'endormir. Le plancher craquait, les fenêtres grinçaient, et le vent sifflait dans les interstices des portes comme si le bâtiment entier était vivant. Mais ce qui le troublait le plus, c'était le silence total des autres enfants. Personne ne parlait. Les rares échanges étaient brefs, presque murmurés. Une ambiance lourde, pesante, planait sur ce lieu. Il ne fallut pas longtemps à Lucas pour entendre les premières rumeurs. Elles circulaient entre les enfants, dans les dortoirs, à voix basse, comme un secret interdit. Un garçon nommé Mathieu aurait disparu l'année précédente. Les autres élèves murmuraient que Mathieu avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Un soir, Lucas s'installa à côté d'un garçon du nom de Rémi pour le dîner. Curieux, Lucas lui demande de lui dire en plus sur cette rumeur. Il lui confie alors une histoire qui le glace. Il lui parle de la fameuse salle spéciale, une pièce cachée quelque part dans le sous-sol du pensionnat. Rémi raconte que les enfants qui y étaient envoyés ne revenaient jamais tout à fait les mêmes, si toutefois ils revenaient un jour. Et c'est là, c'est d'enlèvement, wesh. Un poco loco. Rémi lui confie également une anecdote. Quelques mois avant l'arrivée de Lucas, un groupe de garçons avait tenté d'explorer le sous-sol. Ils étaient partis à 5, mais seulement 3 sont remontés. Les 2 autres, selon les rumeurs, avaient été emmenés par des ombres. Ils ont été mangés à la cantine. Le directeur avait simplement déclaré que les 2 enfants manquants avaient été renvoyés chez eux. Mais étrangement, aucune lettre n'avait jamais été envoyée à leurs parents, selon les dires d'autres enfants plus curieux qui scrutaient les va-et-vient du facteur. Les jours passaient et l'ambiance au pensionnat devenait de plus en plus pesante. Une nuit, Lucas se réveille en sursaut. Un froid glacial envahit le dortoir et il ressent une présence indéfinissable, comme un poids sur sa poitrine. Il regarde autour de lui et c'est alors qu'il les voit. Des ombres, se mouvant lentement sous la porte du dortoir. Il décrit des ombres informes, sans bruit de pas, glissant simplement dans le couloir. Curieux, Il y a sans bruit de pas ou il n'y a pas de bruit de pas? sans bruit de pas, sans. Sinon, j'allais faire les bruits de pas. Curieux, ou peut-être poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Lucas décide de sortir du dortoir. Il avance prudemment, son cœur battant la chamade, et le chuchotement devient plus clair, plus distinct, bien que toujours indéchiffrable. En bas, il trouve une porte massive, en bois, ornée de gravures étranges, presque ésotériques. Il entend des murmures, des cris étouffés, et un rire. Un rire déformé qui semble provenir d'une gorge trop serrée. Lucas prend peur, fait demi-tour et court se jeter sous sa couette. Le lendemain matin, il découvre que Théo, un garçon qui lui avait parlé des ombres, est introuvable. Les autres élèves baissent la tête lorsqu'il pose des questions et les professeurs se contentent de dire que Théo est parti. Mais Lucas sait quelque chose. C'en est trop pour lui. Cette nuit-là, il retourne au sous-sol. Lorsqu'il pousse la porte, il découvre un couloir faiblement éclairé par des lampes à huile fixées au mur. Le sol semble creux sous ses pas, résonnant comme un tambour lointain. Au bout du couloir, une petite pièce éclairée par des bougies l'attend. Sur une table en bois, des objets anciens sont dispersés. Des journaux jaunis, des photos d'enfants, des carnets poussiéreux. En feuilletant un vieux journal, Lucas découvre un article parlant d'un incendie qui avait ravagé le pensionnat en 1923. Plusieurs enfants y avaient perdu la vie, mais ce n'est pas tout. Il trouve également une liste de noms griffonnés dans un carnet. Parmi eux, celui de Théo.
et à côté une date récente. Oh, pris de panique, il cherche à comprendre. Mais c'est alors qu'il tombe sur une photo. Une photo d'enfant, devant le pensionnat datée de 1923. C'est alors qu'il y remarque un garçon. Un garçon qui ressemble étrangement à Mathieu, l'enfant disparu l'année précédente. Lucas sent soudain une présence derrière lui. Lorsqu'il se retourne, il aperçoit une silhouette d'enfant, pâle, presque translucide, les yeux vides. « Aide-nous » murmure-t-elle d'une voix brisée. Paniqué, Lucas s'enfuit, courant à travers le couloir sans jamais se retourner. Cette nuit-là, il ne ferme pas l'œil, le cœur battant, attendant que l'aube le libère. Le lendemain matin, ses parents arrivent à l'improviste. Sans lui donner d'explication, ils lui disent qu'ils ont reçu une lettre étrange du pensionnat, les pressant de venir le chercher immédiatement. Il quitte les lieux, et Lucas, pétrifié mais soulagé, ne regarda pas en arrière. Des années plus tard, Lucas apprend que le pensionnat était fermé définitivement peu de temps après son départ, officiellement, à cause de problèmes structurels, mais il sait au fond de lui que quelque chose de bien plus sombre hantait ses murs. Lucas avait reparlé à plusieurs reprises de cette partie de sa vie à ses parents, mais à chaque fois, il semblait évasif et tentait de changer rapidement de sujet. Alors, il avait entrepris des recherches plusieurs années après les faits, mais il n'avait rien trouvé de plus que ce que relataient les journaux. Avec l'avènement d'Internet, il avait également tenté de faire des recherches, mais il n'y avait trouvé aucune trace de ce pensionnat, comme s'il n'avait jamais existé. Lucas se demande aujourd'hui si tout cela n'était qu'un cauchemar, mais les souvenirs sont trop réels, trop vivaces pour être le fruit de son imagination. Ainsi se termine l'histoire de Lucas et du pensionnat Saint-Antoine, un lieu peut-être effacé de la mémoire collective, mais dont les murs murmurent encore les secrets de ceux qui y sont restés. Combien d'autres histoires, tout aussi terrifiantes, dorment-elles encore, cachées dans des recoins oubliés, en attendant que quelqu'un les redécouvre? Alors, c'est quoi? Oh, le cauchemar, hein. Il est resté combien de temps dans ce pensionnat? Ça va être un cauchemar. Pas longtemps. Il est resté... De nuit? Non, quand même un peu plus, je pense. Mais pas longtemps du tout. Mais ce qui est bizarre, c'est les parents qui reçoivent un courrier en mode faut venir le chercher direct, en fait. Juste après ça, c'est Et bizarre. c'est bizarre, les parents qui n'ont pas d'argent, du coup, qui envoient leur enfant. Bah, ils C'est pas ce que pouvaient t'as dit au plus... début. Si, ils pouvaient plus subvenir à ses besoins. Donc, ils ont pris un pensionnat qui prenait tout en compte, pas trop cher. C'est marqué thriller court à lire. Le truc, il dure 12 minutes. Est-ce que ce serait pas du... Juste, 12 excusez-moi, minutes, je fous trop je suis enrhumée. Il fallait vraiment pas que je tombe malade aujourd'hui, mais... Excusez-moi, je suis toute en beauté. Pardon. Je voulais une rime en et. Oh, j'ai les yeux qui pleurent. C'est une histoire vraie ou pas? Je sais pas, c'est pas marqué, mais elle me fait plus vrai que celle d'avant. Ok. C'est une histoire de vengeance. Ça s'appelle Vengeance dans la peau et c'est une histoire de meurtre. C'est mon préféré. Dans le fin fond des États-Unis, il y a une soixantaine d'années, se trouvait un visage paisible presque hors du temps. Une poignée de maisons éparpillées autour d'une rue principale, un bureau de poste, une petite église et quelques commerces. L'endroit semblait figé dans une époque révolue, loin du grand bruit des villes. Waouh. Loin du bruit des grandes villes, les habitants vivaient une vie simple, sans ambition démesurée. Ici, tout le monde connaissait tout le monde. Et le shérif, John Callahan, était à la fois leur protecteur et leur ami et leur pilier. Le village baignait dans une atmosphère calme où les rires des enfants joués dans la rue étaient interrompus uniquement par le sifflement du vent ou les cloches des églises. Mais derrière cette façade idyllique se cachait un mal plus profond, une ombre qui rôdait sans être vue, et cette nuit-là, le visage allait perdre son innocence. Bon, leur nom de famille est compliqué, donc je ne leur dis pas, mais c'est Mary Callahan. Mais ce sera Marie. Marie, la femme du shérif, était seule chez elle, comme presque chaque soir. John avait pour habitude de rentrer tard, ses rondes l'occupaient souvent jusqu'à 18 ou 19 heures, voire même plus tard. Marie était enceinte de 4 mois, et cette réunion faisait d'elle la femme la plus belle du village, selon beaucoup. Certains disaient même qu'elle éliminait chaque endroit où elle entrait. Mais cette nuit-là, Marie était nerveuse, sans réelle raison. Elle passait son temps entre le salon et la cuisine, regardant par la fenêtre pour guetter les phares de la voiture de John. Le vent s'était levé et faisait danser les branches des arbres dehors, projetant des ombres sur les murs du salon. Marie essayait de se distraire, posa une tasse de thé sur la table basse et il s'installa dans le fauteuil pour bouquiner un peu. Mais à cet instant précis, quelque chose attira son attention. Dans un coin de la fenêtre, jusqu'à la limite de son champ de vision, elle perçut un mouvement, une ombre fugace, rapide, presque
imperceptible, traversa le jardin. Marie se redressa brusquement, son cœur battant la chamade. Elle se leva et s'approcha lentement de la fenêtre. Rien, seulement la nuit, le vent et les arbres. Mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait vu. Il n'était pas rare que les animaux se rapprochent du village la nuit. Par précaution, elle décida de verrouiller tout de même toutes les portes et fenêtres. Elle commença par celle de rez-de-chaussée, ses mains tremblantes, légères, en manipulant les verrous. Lorsqu'elle arriva à la porte d'entrée, la petite fenêtre à peine transparente encastrée dans le bois de cette porte attira son regard. Elle se pencha pour la fermer, mais à travers la vitre, elle aperçut un visage, une silhouette floue, presque pressée contre la fenêtre, la fixée. Marie recula d'un bond, la main sur la poitrine, mais en une fraction de seconde, le visage disparut, comme si l'intrus avait su qu'il avait été vu. Marie, désormais paniquée, tenta de garder son calme. Elle attrapa le combiné du téléphone pour appeler John, mais la ligne était morte. Le silence qui suivit sembla peser lourdement dans la maison. Ne sachant plus quoi faire, Marie monta à l'étage, elle verrouilla la porte de la chambre avant de se cacher dans le placard. Assise dans l'obscurité, elle serrait son ventre arrondi, essayant de se convaincre qu'elle avait imaginé les événements. Mais alors qu'elle reprenait son souffle, un bruit glacial brisa le silence, celui d'une vitre éclatée. Quelques heures plus tard, John rentrait chez lui. Il venait de finir sa tournée, passant par les lieux habituels où les villageois se rassemblaient. John était respecté de tous. Il était l'homme qui veillait sur le village, un homme d'honneur et de justice. Sa routine du lundi était presque sacrée. Il commençait toujours sa journée en achetant des beignets dans la boulangerie avant de passer chez Tom, son meilleur ami, et aussi le boucher du village. Tom préparait pour lui une pièce de bœuf parfaitement coupée, une traduction entre les deux hommes. À retenir, la pièce de bœuf parfaitement coupée, la traduction entre les deux hommes. Et ça, c'est... Oh, pardon. Et ça, c'était vraiment tous les lundis. Ouais. C'est bizarre. Tous les mardis, je mange pâtes. Tous les lundis, ils mangent rôti de bœuf. C'est bizarre. Je sais pas, genre... Bah, toi, tous les jours, tu manges pâtes, alors je vois pas trop. Je mange pas tous les jours des pâtes. Ah, je sens plus mes La dernière fois que j'ai mangé des pâtes, c'était... Bah, ce soir, vu que tu manges vraiment des pâtes souvent, quoi, chez moi. Oui, mais la dernière fois, c'était lundi. Et on est mercredi. Je recommence. Ce soir-là, comme à son habitude, John gara sa voiture devant la maison. Il entra, appelant Marie d'une voix douce. Mais il n'y eut aucune réponse. La maison était plongée dans une obscurité inhabituelle. Au bout de quelques secondes, quelque chose attira son attention. Une odeur métallique épaisse lui parvint. John alluma la lumière du salon et n'y trouva pas Marie. Bah, elle est morte. Son cœur commença à s'emballer. Et en arrivant dans la chambre, espérant y trouver sa femme en train de dormir, il découvrit une scène pire que celle d'un film d'horreur. Devant lui, la pièce était maculée de sang. Les murs, le sol, même les meubles étaient éclaboussés de rouge. Au centre de la pièce, il trouva ce qui restait de Marie. Elle était méconnaissable. Il reconnut juste sa chevelure. Son corps avait été découpé avec une précision terrifiante en si petits morceaux qu'il ne pouvait pas les compter. Une véritable boucherie. John s'effondra, hurlant de douleur et de rage. Il pleurait toutes les larmes de son corps, ses cris résonnant dans le silence de la nuit. À cet instant, au fond de son cœur, son âme de shérif raisonnable était morte, et une promesse naissait. Il ne mettrait pas le meurtrier de sa femme en prison, il le tuerait de ses propres mains. La nuit passa dans une lenteur oppressante. John, effondré sur le plancher du salon, n'avait ni bougé ni parlé. À l'aube, les adjoints de John étaient déjà là, prêts à commencer la journée. Il fut stupéfait de voir leur chef entrer, l'air hagard, les vêtements encore tachés de sang. John ne leur laissa pas le temps de poser des questions. Marie est morte, et je veux vous trouver qui a fait ça, immédiatement. Le ton de John était glacial, autoritaire. L'équipe du shérif se rendit sur place, inspectant minutieusement la maison. Le carnage était tel que plusieurs adjoints durent sortir pour reprendre leur souffle. Mais ce fut près de la rivière, à quelques centaines de mètres de la maison, qu'ils firent une découverte capitale, un couteau. Pas n'importe quel couteau, une lame longue et aiguisée, bien entretenue, comme celle qu'utilisent les bouchers pour découper la viande. Les adjoints apportèrent l'arme à John, qui la reconnut immédiatement. Le couteau appartenait à Tom. Non mais... John n'attendit pas. Accompagné de deux de ses hommes, il se rendit directement à l'atelier de Tom. Le boucher était en train de ranger ses étals lorsqu'il vit arriver son vieil ami. Un sourire éclaira son visage, mais s'effaça rapidement en voyant l'expression glacée de John. « Eh bien, mon vieux, que se passe-t-il? Tu es venu chercher ta pièce de bœuf plutôt que d'habitude ?» John serra les poings, tremblant de rage. Marie est morte. Attends. Quoi? Mais comment? Assassiné, découpé en morceaux. Et devine quoi, Tom? On a retrouvé ton couteau près de la rivière. Ah, ok. Tom recula d'un pas, choqué. Il balbutia des mots incohérents, niant tout de ce crime atroce. Dans un excès de colère, John attrapa Tom par le col et le plaqua contre le mur de l'atelier. Ses agents durent intervenir pour les séparer. « Comment tu pu? Marie était comme une sœur pour toi. John, je te jure que je n'ai rien fait. Je ne sais pas comment ce couteau s'est retrouvé là, mais ce n'est pas moi. » Cette nuit-là, John était seul chez lui. Les souvenirs de Marie le hantaient à chaque instant. Il s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes, devant lui, une assiette contenant la pièce de bœuf qu'il avait achetée chez Tom le matin du meurtre.
Il hésita. Devait-il le manger? Ce repas, d'un souvenir de son meilleur ami, semblait lourd de symbolisme. Mais son estomac vide et son esprit embrumé par le chagrin l'emportèrent. Il prit une bouchée, mais alors qu'il levait la tête, son cœur manqua un battement. Face à lui, assis à sa table, un homme venait d'apparaître. L'homme portait un masque fait de peau humaine. Sur son visage, les yeux inanimés de Marie semblaient le fixer. Dans sa main droite, un revolver pointé sur John. Bonsoir, shérif. J'espère que le repas est à ton goût. John resta pétrifié. Sa colère monta en lui comme une vague brûlante. Il voulut saisir l'arme cachée sous la table, mais l'homme le devança. Pour qui me prends-tu? Crois-tu vraiment que je serais venu chez le shérif du village sans prendre mes précautions? Maintenant, assis-toi et mange. Tandis que John obéissait, l'homme enleva son masque, dévoilant un visage marqué par une haine profonde. Un shérif aussi expérimenté que toi. Tu as vraiment cru qu'un meurtrier jetterait son arme si près de la scène de crime? Mon père n'a rien fait. C'était moi. Et grâce à toi, il est derrière les barreaux. L'homme qui se révéla être le fils du boucher éclata d'un rire froid. Maintenant que mon père est hors du tableau, je vais reprendre tranquillement son affaire. Et en fait, ce que tu manges, shérif, c'est ta femme. Non. John recula brusquement, l'assiette tombante de ses mains. Il vomit violemment, secoué par une horreur indescriptible. John était plié en deux, vomissant tout ce qu'il y avait dans l'estomac, son esprit embrouillé par l'horreur des révélations. L'homme en face de lui, le fils du boucher, le regardait avec son sourire malsain. Le tablier taché de sang, le masque de peau posé sur la table, tout semblait sortir d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était réel. John sentait la rage monter en lui, une colère brute, incontrôlable. Il redressa lentement la tête, ses yeux remplis de larmes, mais aussi d'une haine dévorante. L'homme, assis en face de lui, se pencha légèrement vers John, son sourire dérangé révélant ses dents jaunies par le temps. Tu ne comprends toujours pas, hein? Tu crois que je suis juste un pauvre fou qui a craqué, mais qu'il est jaloux, parce qu'il est jaloux? Non, John. Ça, c'est ce que les gens comme toi aiment croire. Mais ma haine, elle est bien plus ancienne. Elle remonte à bien avant que tu débarques dans ce village avec ta femme parfaite. Mon père, c'est un lâche, un homme faible. Il a toujours tout accepté, tout sacrifié pour le respect des autres. Il disait toujours que le village devait passer avant nous, avant notre famille, mais avant ce que vous avez fait. De quoi parles-tu? Ta foutue justice. L'homme reprit son souffle, les mains tremblantes serrant son revolver. Tu te souviens de cette affaire, il y a 10 ans? Cette famille qui a été massacrée dans le ferme à la lisière du village, une mère, un père et un petit garçon de 7 ans. Tu as arrêté un vagabond, un type qui avait le malheur de passer par là au mauvais moment. Tu l'as pendu, John, devant tout le village, comme si ça suffisait pour laver son sang. John sentit son estomac se nouer. Les souvenirs remontaient, une vieille affaire, brute, sanglante, mais close depuis longtemps. Tu te souviens de leur nom, non? Eh bien, moi, je m'en souviens, parce que ce petit garçon, celui que tout le monde croyait mort, c'était moi. J'ai vu mes parents se faire découper comme des animaux. Et toi, tu n'as jamais cherché à comprendre. Tu es ton coupable et le village avait sa paix. John sentit une sueur froide couler le long de son dos. Les paroles de l'homme résonnaient dans son esprit. Est-ce vrai? Avait-il commis une erreur si grave, une injustice si irréparable? Alors j'ai attendu. Pendant des années, j'ai regardé ce village oublier ma famille. Ce putain de boucher m'a adopté et m'a offert une vie qui n'était pas la mienne. Une vie de merde. Et toi, tu étais là, à te pavaner comme un héros. Mais moi, je n'oublierai rien. Chaque jour, chaque nuit, je me disais qu'un jour, je te le ferais payer. Et quand j'ai vu cette femme parfaite enceinte de son enfant, je savais exactement comment te briser. L'homme éclata d'un rire nerveux, presque hystérique. Il se leva, pointant le revolver sur le front de John. L'enfant du boucher était en réalité un enfant présumé mort qu'il avait adopté. Sa famille avait été massacrée par un meurtrier et le gentil homme avait recueilli l'enfant dans son foyer afin de lui offrir une vie meilleure. Faute de preuves suffisantes, John avait condamné un homme à la hâte pour le crime commis sur la véritable famille du garçon. L'enfant adopté, qui n'avait pas satisfait de sa sentence, s'était nourri d'une haine, jalousie malsaine pendant des années. Rejetant la faute sur le shérif, avide de rancœur, cet homme avait préparé sa vengeance macabre. Et tu sais, je ne voulais pas simplement te tuer. C'était trop facile. Non. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Que tu perdes tout. Que tu sois consumé par la haine, comme moi. À votre avis, autour de cette table, qui est le plus dangereux de ces deux hommes? Le fou avec un revolver dans les mains ou celui qui n'a plus rien à perdre? Dans un élan de rage, John retourna brusquement à la table, projetant l'homme en arrière. Le revolver glissa sur le sol, hors de partie. John se jeta sur l'homme et, pour résumer, lui donna assez de coups de poing pour qu'il meure, en criant « Tu as tué ma femme, tu as tué mon enfant ». Les hurlements de John résonnaient dans la maison, mais le gémissement étouffé de l'homme. Mais John ne s'arrêta pas, ses poings continuaient de frapper, même lorsque le visage de son adversaire devint méconnaissable, même lorsque le corps cessa de bouger. Pour finir, John fut arrêté, condamné en prison à perpétuité. John fut arrêté, condamné à prison à perpétuité pour le meurtre de cet inconnu. Et quelques semaines après son incarnation, John fut retrouvé pendu dans sa cellule. Il laissa derrière lui un village brisé, une maison abandonnée et une légende macabre qui entourait les habitants pour des générations. Waouh. Voilà. C'est Et du coup, moi, je vais finir par une question pour vous. Est-ce qu'il méritait la prison? peut-être pas à perpétuité. Ah bah quoique. Parce qu'il a...
Il l'a tué. Il a tué un homme, mais qui avait tué sa femme et son enfant. Oui, donc c'est pour ça, moi, je me dis pas à perpétuité. Peut-être quand même de la prison, mais pas à perpétuité. Et j'ai justement une question, c'est comment on ne peut pas faire la différence entre une pièce de boucher et le corps d'une femme? Non, parce que la piste de boucher était en mode de, quand tu as un morceau de viande, tu sais pas si ça vient d'une vache, d'un cochon ou Ouais, d'une mais femme. tu vois, tu sais quand même si c'est un être humain ou Mais pas. par contre, le goût, c'était bizarre. Bah oui. Voilà. C'est pour ça, genre, d'où tu fais pas la différence? Je sais pas. C'est ça qui m'a... Tout le long, j'étais Il comme ça. était- Bah wesh. Non, mais par contre, l'histoire, elle est... Waouh. Le retournement de situation, j'étais en mode... L'histoire wesh. est trop bien. Mais oui, au début, j'étais en mode, ok, c'est de la tromperie et C'est ma tout. préférée des deux. Et après, genre, le gars... Par contre, l'histoire, elle est trop triste pour le petit, là, qui a perdu toute sa famille et tout. Et qui a fini par tuer des gens. Et après, en fait, comment dire? Le petit, il a grandi avec cette haine, mais c'est pas le shérif qui a tué sa famille. Techniquement, c'est pas le shérif. Oui, mais c'est le shérif qui a emprisonné la mauvaise personne, du coup, de ce que j'ai Oui, compris. et celui qui l'a adopté, c'est pas lui qui a... Ah oui, par contre, lui, il méritait pas de se trouver emprisonné. Genre, Bah vraiment, après, il a il rien a fait. été libéré, ça, après, donc Je sais pas si il a été libéré, c'est pas précis dans l'histoire. Bah, je pense. il a dû être libéré, je pense. Mais ouais, il y a quand même eu un peu un excès de rage qu'il aurait pas dû avoir. Je suis d'accord. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé l'histoire. Et pour la dernière histoire, pour moi, c'est la meilleure. Ça s'appelle Le voisin sans visage. Le récit qui va suivre est basé sur un véritable témoignage. Cette histoire est terrifiante car ce qui arrivait à cet homme aurait pu vous arriver à vous. Imaginez une maison paisible dans un quartier tranquille du Texas. Un père célibataire qui tente de créer un foyer sûr pour ses 2 jeunes enfants. Mais la paix est fragile et parfois ce sont les choses que nous voyons à peine dans l'obscurité qui marquent le début d'un cauchemar. Noah est un homme d'une trentaine d'années habitant au Texas. Son ex-femme ayant perdu la garde des enfants, il élève seul ses 2 filles. Et à vrai dire, cela lui convient parfaitement. Tout a commencé une nuit calme. Une de ces nuits où tout semble ordinaire. Jessica, 4 ans, réveilla son père en pleurant. Pas des pleurs habituels, mais ceux d'un enfant terrifié. Le père ayant l'habitude d'être réveillé par les pleurs de son fils, qui cauchemarde souvent, il se leva pour la consoler. Pour le consoler, pardon. À peine il mit un pied dans la chambre que les petites mains tremblantes de sa fille lui agrippèrent le bras. Jessica, voix tremblante, « Le voisin, il me regarde, et il me fait des grimaces. » Le père surpris s'assied dans son lit. Jessica était connue pour son imagination débordante. Des monstres cachés sous le lit, des ombres menaçantes dans le placard. Enfin bref, la panoplie classique des peurs d'un enfant de 4 ans. Mais cette fois... Après, c'est pas ça tous les soirs, genre. Ouais, c'est vrai. Mais papa, la maîtresse Nathalie m'a tapé. Bon, c'est pas l'imagination débordante, là, c'est... Ouais. Mais cette fois, il n'avait rien d'imaginaire dans sa voix. Il parlait avec précision. Le voisin me fait des grimaces. Quel enfant inventerait ce genre de choses? Malgré sa fatigue, le père resta quelques minutes avec sa fille pour la rassurer. Anna, la grande sœur de Jessica, était déjà réveillée assise sur son lit superposé. Elle se pencha dans le vide et fit dépasser sa tête. Enfin, tout juste assez pour faire dépasser ses yeux. Elle regardait sa petite sœur avec un mélange de frustration et d'épuisement. Anna. Encore un cauchemar? Papa, j'en peux plus, je dors jamais à cause d'elle. Le père fronça les sourcils. Ses cauchemars devenaient une constante. Mais pourquoi cette fois Jessica parlerait-elle d'un homme réel? C'était la première fois et quelque chose dans la précision de ses mots l'inquiétait. Il s'approcha de la fenêtre de la chambre, tirant doucement les rideaux. À travers l'ouverture, il pouvait voir la maison voisine. Elle se dressait dans l'obscurité, silencieuse. 2 fenêtres étaient visibles. Celle de gauche appartenait à la cuisine, il le savait. Mais celle de droite, elle était toujours cachée derrière des rideaux épais. Ce soir-là, cependant, tout était sombre. Le père l'observa longuement. Rien ne bougeait. À ce moment-là, il soupçonnait un peu sa fille d'avoir créé ce prétexte afin de dormir avec son père. Toujours est-il que son prétendu stratagème avait marché et Jessica avait fini la nuit dans les bras de son paternel. 2 nuits passèrent sans incident. Puis ce fut au tour d'Ada de réveiller son père. En ouvrant les yeux, Noah vit sa fille au-dessus de lui, en train de lui agiter les bras pour le sortir de son sommeil. Contrairement à sa sœur, elle était toujours calme et raisonnable. Elle n'avait pas réveillé son père depuis des années. Il lui demande alors ce qu'il n'allait pas. Ce à quoi elle répondit « Papa, le voisin. Il était à la fenêtre. Il me faisait des grimaces. » Ces mots et la peur dans la voix de sa fille suffirent à mettre le père sur les nerfs cette fois. Il avait pourtant fermé les rideaux avant de coucher ses enfants, comme chaque soir d'ailleurs,
Quand il demanda à sa fille pourquoi elle les avait ouverts, elle lui répondit: Je les ai juste ouverts un petit peu, mais parce que j'ai entendu un bruit bizarre, papa. Anna raconta qu'elle avait entendu un bruit étrange, comme un léger cliquetis. Son père lui demanda à quoi ressemblait ce bruit. Elle répondit: Chik, chik, chik. Plutôt, Les imitations plutôt- sont à revoir. Toi aussi. Curieuse, elle avait légèrement entrouvert les rideaux. La lumière de la fenêtre droite du voisin s'était allumée pile à ce moment-là. Et c'est à cet instant qu'elle a aperçu l'homme. Tin, 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 tin. Anna, avec une voix plus faible, lui dit. Il souriait, mais pas un sourire normal. Et il faisait un geste bizarre avec ses doigts. Noah lui alors demandé quel type de grimace faisait le voisin, qu'il soit en passant, connaissait très peu et qu'il n'avait jamais vu. Anna réfléchit un peu puis a fait une expression que Noah ne souhaite jamais revoir sur le visage de ses enfants, ni sur celui de qui que ce soit d'ailleurs. Elle a commencé par sourire, en montrant ses 2 rangées de dents, en laissant un léger espace entre ceux-ci. Montre le sourire. Je sais pas faire, attends. Bah, fais comme le mien. Puis elle a froncé les sourcils de manière très exagérée, tout en inclinant légèrement son visage vers lui, genre ça fait ça. Comme moi. Non. J'ai un sourire, moi? Non, t'en as pas. Ah non. Bah si, j'ai un sourire de poing. Du coup, elle leva la main et, avec son majeur et son index, mima une silhouette marchant sur un chemin imaginaire à l'horizontale. Ses doigts se déplaçaient lentement, mécaniquement, en ligne droite. Ce simple mouvement, accompagné de la description de son sourire grotesque, fit naître un frisson d'angoisse chez le père. Tu m'étonnes. Arrête, Anna, ne fais plus ça. Bien qu'énervé et très confus, Noah se posa 10 000 questions en l'espace de quelques secondes. Pourquoi son voisin faisait-il ça? Est-ce que cette espèce d'ermite était dérangé? Voulait-il faire peur à sa fille, jouer avec elle? Peut-être ne pensait-il pas à mal? Énervé et surtout confus, il finit par conclure que, de toute façon, même s'il allait voir la police, il n'aurait rien pu reprocher à son voisin, puisqu'il n'avait rien fait d'illégal, et surtout, il n'avait rien vu de la scène. Le lendemain matin, le père prit une décision. Il ne pouvait pas ignorer ce que ses enfants lui avaient raconté. Après avoir déposé Jessica et Anna à l'école, il se rendit directement chez son voisin. Parce que, bien qu'il ne puisse pas parler à la police dans ce genre de circonstances, et de toute façon, les appels auraient finalement été assez ridicules. Il décida d'en parler directement avec le principal intéressé, afin d'essayer de mieux comprendre cette étrange situation. Sa voiture était garée dans l'allée comme d'habitude, mais la maison semblait étrangement silencieuse pour quelqu'un qui ne sortait quasiment jamais de chez lui. Il frappa à la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Pourtant, il sentait une présence, une sensation désagréable comme si quelqu'un ou quelque chose le scrutait depuis l'intérieur de la maison. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il se doutait. Son voisin était à l'intérieur. Instinctivement, il leva les yeux vers la fenêtre du second étage. Les rideaux restaient fermés, immobiles. Alors qu'il faisait demi-tour, une ombre fugace passa derrière les rideaux de la fenêtre de droite. Il en était sûr cette fois. Quelqu'un était là. Mais pourquoi se cachait-il? Était-ce de la simple timidité ou quelque chose de plus inquiétant? Peut-être avait-il quelque chose à se reprocher finalement. Toujours est-il que cela ne rassura pas Noah. Noah murmura à lui-même: Je sais que tu es là. Il attendit un instant, espérant un mouvement, une explication, mais rien ne vint. La sensation oppressante ne le quittait pas. Alors il retourna à sa voiture, il jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, et là, dans la pénombre de la fenêtre, il crut discerner quelque chose. Pas un simple visage, juste un sourire. Large, grotesque et absolument immobile, l'émail de ses dents reflétant le peu de lumière. De quoi mettre Noah encore plus mal à l'aise et surtout plus en rogne. Cette nuit-là, le père décida de rester éveillé, tandis que ses enfants dormaient dans sa chambre. Il s'installa dans celle des petits. Une chaise placée sous la fenêtre, un téléphone dans une main, une lampe torche dans l'autre, il voulait voir ça de ses propres yeux. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Les heures passèrent dans un silence oppressant, interrompu uniquement par le tic-tac du vieil horloge dans le couloir. Puis vers minuit, il entendit le bruit, d'abord léger, presque imperceptible, un tchic-tchic, comme si quelqu'un appelait un chien. Puis un sifflement, bas et rauque. Cela venait de l'extérieur.
Son cœur s'accéléra lentement. Il écarta les rideaux d'un geste sûr et rapide. La maison voisine était faiblement éclairée. Et dans cette lumière tamisée, il le vit. Le voisin se tenait à la fenêtre immobile. Son visage, illuminé par une lumière jaunâtre et faible, semblait déformé. Un sourire grotesque, étiré au-delà des limites humaines, s'étalait sur ses traits. Mais ce n'était pas seulement le sourire. Ses doigts tendus et raides exécutaient ce geste étrange qu'Anna avait décrit. Ses deux doigts mimaient une marche lente et mécanique, avançant sur une surface imaginaire. Avec son autre main, il agitait quelque chose que le père n'arrivait pas à percevoir dans la pénombre. Noah chuchotant « Qu'est-ce que… » Puis le voisin cessa son mouvement, après avoir certainement compris qu'il s'agissait du père. Ses doigts restaient suspendus en l'air. Et lentement, il tourna la tête vers le père afin de regarder droit dans les yeux d'un regard terrifiant. Le sourire de l'homme disparut, laissant place à une expression de rage froide en l'espace d'un instant. Il leva un bras et claqua la vitre avec animosité. L'homme attrapa violemment les rideaux et les tira, plongeant à nouveau la pièce dans l'obscurité. Doa ne se rendit pas bien compte de ce qu'il venait de voir, mais ce qui est sûr, c'est que cela avait été terriblement terrifiant. Le lendemain matin, alors que le père se levait pour préparer les enfants, il entra dans leur chambre pour vérifier les fenêtres. Ce qu'il découvrit le fit reculer d'horreur. Des empreintes de pieds ensanglantées s'étalaient sur les murs, pas sur le sol. Elles semblaient faire le tour de la pièce horizontalement, comme si quelqu'un avait marché un même le mur, défiant la gravité. Les traces d'une netteté effrayante et d'un rouge éclatant étaient à hauteur d'épaule, voire même de tête, et s'arrêtaient juste au niveau de la porte. Il passa une main tremblante sur son front, essayant de comprendre. Il vérifia les fenêtres, les portes, tout était verrouillé. Personne n'avait pu entrer. Et pourtant les traces étaient bien réelles. Noah, qui était déjà perturbé des récents événements, se retrouva désormais dans l'incompréhension totale. Ça n'a aucun sens, comment c'est possible, se dit-il. Il nettoya les murs en silence, ne disant rien à ses enfants, mais la peur s'était installée en lui. Ce n'était plus un simple voisin étrange. Quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Le père de famille, qui était Noah, ne pouvait plus rester passif. Après avoir aperçu de nouveau le voisin à la fenêtre, il prit une décision. Il appela la police, lui expliquant tous les sourires, les gestes, les traces sur le mur. Les policiers arrivèrent en moins de 20 minutes. Rapidement, 2 agents entrèrent dans la maison voisine, arme à la main, après avoir toqué une vingtaine de fois, tout en demandant à l'homme d'ouvrir. Le père observait depuis la fenêtre, son souffle suspendu. Quelques minutes plus tard, les agents sortirent leurs visages fermés, mais choqués. Noah avait compris qu'ils avaient vu quelque chose de pas normal. Écoute bien. Il descenda alors pour leur demander si tout allait bien. Les policiers, avec une voix grave, lui dirent seulement 2 choses, qui ont suffi à Noah pour le figer sur place. Votre voisin est mort. Depuis une semaine au moins. Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Mort? Mais alors, qui ou quoi avait souri à la fenêtre? Qui avait laissé ces traces ensanglantées sur ses murs? Le détail final glaça son sang. Le corps du voisin avait été retrouvé dans sa chambre, mais il manquait quelque chose à son corps. Ses pieds. Fin. Ça finit comme ça. Arrête, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Tu sais que j'ai trop peur aussi, mais il fait tout noir et tout. C'est... Franchement, elle était trop bien, mais c'est la mienne ma préférée. Moi, c'est Attends, celle-là. Si je vais élire une préférée, chez toi c'est celle-là, chez moi c'est celle de la vengeance. Moi, Là, j'ai je la beaucoup kiffe. aimé la tienne, mais je préfère la mienne. Genre, en fait, le truc, c'est que c'était un peu un truc de vengeance, mais moi, c'est un peu plus dans le thème terrifiant. Mais j'ai adoré la tienne. Toi c'est plus un peu terrifiant, surnaturel, alors que moi c'est juste un meurtre. C'est ça que je préfère. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Tu vois, plus... C'est 2 trucs très différents. Mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère qu'il y a des histoires que vous ne connaissiez pas déjà. Et j'espère qu'on a pu... T'as pas le nom du site à dire? le site, Parce qu'on a c'est presque toutes prises sur un site. Il y en a qui ont été- chroniqueétrange.fr. chroniqueétrange.fr. Merci beaucoup. Alors, 4 des histoires ont été prises sur ce site. Et moi, la première que j'ai lue ne vient pas du tout de ce site. Je sais plus c'est quoi le nom du site. Mais j'espère que du coup, on a pu vous faire découvrir des histoires. Que ça a été quand même un minimum terrifiant. Mais j'espère du coup que ça vous a plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça serait vraiment génial. Ça Et à envoie mettre un beaucoup de commentaire force. avec le nombre d'histoires qui vous ont fait très peur. Ouais, dites-nous l'histoire qui vous a le plus fait peur, ou alors même celle que vous connaissiez déjà, des hypothèses même par exemple. Parce que on a pu aussi penser à certaines hypothèses dans certaines histoires. À part moi la dernière, j'arrive pas à avoir d'hypothèse. Du coup, j'espère que ça vous a plu et puis on espère faire une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce sera quoi comme thème, mais voilà. À la prochaine, bye bye.